Bonjour les amis. Alors Daniel Buffoni, thérapeute spécialiste de la relation toxique et de la restauration de l'estime de soi. Alors aujourd'hui, je t'invite à venir écouter mon premier podcast, épisode numéro 1. Et là, je vais te parler aujourd'hui parce que je pense que tout vient pour nous tous de ce jour où on a ouvert les yeux, on a pleuré pour la première fois, on a respiré pour la première fois. T'as compris, je veux parler du jour de notre naissance. Alors moi, je suis née un 7 février, c'était l'hiver, il faisait froid. Et quand je suis arrivée sur cette terre, eh bien, j'ai ressenti comme un manque de joie de la part de ma mère. Attention, c'est mon ressenti, ça n'engage que moi. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai tout de suite réalisé, quelque temps plus tard, que dans cette famille, on attendait un garçon. Ben oui, j'arrivais en 2e place, 6 ans après ma sœur. Et je sais pas, dans une famille, dans un couple, quand on a déjà un sexe, eh bien, on aimerait bien l'autre sexe. Pour faire le couple, il n'y a pas de honte à ça. Mais moi, j'ai surtout ressenti de la part de ma mère, eh bien, que c'était vraiment ce garçon qu'elle attendait et que, franchement, il n'y avait pas vraiment de place pour une 2e fille. J'ai compris beaucoup plus tard, quand j'étais à l'école, que des Daniel, 2 LE, je ne rencontrais pas beaucoup. Des Nathalie, des Patricia, des Isabelle, il y en avait partout. Mais des Daniel, 2 LE, il n'y en avait pas. Et ça commençait un petit peu à m'interpeller. Et je me disais, regarde bien, ils n'ont même pas prévu un nom de fille pour le jour de ma naissance. Pourquoi ? Parce que il y a plus de 50 ans en arrière, c'est vrai que les échographies n'existaient pas et malheureusement, on ne pouvait pas savoir à l'avance le sexe de l'enfant qu'on portait. Est-ce que c'était une fille ? Est-ce que c'était un garçon ? Mais théoriquement, eh bien, il allait de soi qu'on aurait dû préparer pour moi, pour ce jour J, un prénom de fille et un prénom de garçon. Et je me suis dit, eh bien, tu vois, ils n'avaient même pas préparé de nom de fille ce jour-là. Ils pensaient avoir un garçon, Daniel. Ils ont ajouté LE et l'affaire était faite. Ou alors, peut-être qu'ils aimaient ce prénom et ils se sont dit, c'est un prénom qui marche pour les 2 sexes. Eh bien, ma foi, on va le prendre d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas. Et c'est vrai que je n'ai pas osé poser la question à mes parents à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, pendant pas mal de temps, eh bien, j'ai voulu jouer à ce garçon manqué. C'est-à-dire que je m'habillais, surtout à l'adolescence, en jean, avec un t-shirt, avec des baskets, avec une casquette. Je jouais beaucoup aux jeux de garçons, je jouais au foot, je faisais du vélo, j'étais une enfant turbulente. C'est vrai que j'avais une coupe de cheveux très courte et à l'adolescence, j'étais limite rasée. Pourquoi je faisais ça ? Eh bien, parce que j'essayais, envers et contre tout, d'être ce garçon que ma mère espérait tant. Et je croyais qu'en me déguisant en garçon, eh bien, j'allais avoir cet amour, cette reconnaissance qui me faisait défaut. Alors oui, c'est vrai que ma mère m'aimait, il n'y a pas de doute. Mais pour moi, je ressentais comme, je sais pas, pas un rapprochement, mais elle m'aimait, oui, mais il n'y avait pas... Voilà, je pense que ça se voyait. Des fois, elle le disait, si seulement on avait un garçon dans cette famille. Et parfois, eh bien, je culpabilisais. Et pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce que j'entreprenne des thérapies, eh bien, je me suis rendue coupable de tout. Et j'ai remonté que cette culpabilité, eh bien, c'était le jour de ma naissance. Parce que déjà, on se rend tous coupables quand on est parce qu'on fait du mal à sa maman, hein, ça c'est pour tous les enfants. Mais moi, il y avait cette culpabilité d'être née fille. Et je ne m'autorisais pas à être cette fille. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, énormément de mal à porter des robes, à porter des jupes, parce que je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu, voilà, si tu vis ceci, peut-être que tu vas te reconnaître dans mes propos. Donc, cette naissance, eh bien, c'est comme si j'ai ressenti le fait que je n'avais pas ma place. Et ce problème de place, eh bien, je vais l'avoir, ça va me suivre très très longtemps, encore maintenant, parce qu'en tant que thérapeute, je n'ai pas ma place, je manque de visibilité, il y a toujours quelque chose qui
qui fait barrage devant moi pour qu'on puisse me voir. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet. Au mois d'août dernier, j'ai été sélectionnée par l'équipe de veille de Madame Figaro pour être à la une dans la partie bien-être, les incontournables. Et quand le projet était ficelé, que tout était fait, que c'était le moment de passer à la une, la dame m'a envoyé donc un mail en me disant « Ça y est, je vous envoie le lien ci-dessous, vous pouvez le communiquer, vous pouvez le mettre sur votre site, enfin voilà, sur les réseaux sociaux, vous êtes à la une. » Alors voilà, j'ai copié ce lien, je l'ai envoyé à mes contacts et tout ça, et il se trouve que ça n'a pas fait longtemps, le lendemain matin, j'avais dû avoir l'info vers 11h30 le lundi, et le mardi matin, je reçois plusieurs messages et on me dit « Mais comment ça se fait? C'est quoi ce lien que tu nous as transmis? Il ne fonctionne pas, on ne peut pas ouvrir. » Donc j'appelle chez Madame Figaro et on me dit « Écoutez, oui, on a un petit souci technique, mais rassurez-vous, d'ici quelques heures, tout va rentrer dans l'ordre. » Sauf que le mardi soir, c'était toujours pas rentré dans l'ordre. Le mercredi matin, je les appelle à nouveau. Et là, on me dit, écoutez, oui, le problème est plus sérieux qu'on croyait. C'est la première fois qu'il nous arrive ceci dans cette rubrique. On ne comprend pas ce qui se passe. Je dis, ok. Et moi, au fond de moi, je me disais, moi, je sais ce qui se passe. Il y a quelque chose qui fait que, eh bien, c'est comme si j'avais pas le droit d'être à la une, comme si j'avais pas le droit d'être visible. Et je rigolais intérieurement, mais je me dis, mais c'est pas possible, ça va aller jusqu'où? Donc tout a été rétabli. Il n'y a pas eu de souci par la suite, mais voilà. Donc vous voyez ce problème de place, de visibilité. Et c'est vrai qu'après, j'ai souvent été dans l'ombre, que ce soit dans le domaine professionnel, j'avais pas ma place, et dans le domaine personnel non plus. Voilà. Et donc, tout ceci a fait que ce problème de place, je l'ai rencontré aussi aux toutes premières années de mes années de scolarité. J'étais en cours élémentaire, première et deuxième année, et on avait une maîtresse qui était vraiment méchante. Heureusement, on ne voit plus ça de nos jours, mais elle n'hésitait pas à taper les élèves qui avaient des difficultés, à leur pousser la tête contre le tableau, à donner des baffes, des gifles et tout ça. Moi, j'avais très peur. Heureusement, j'étais une élève très studieuse, donc j'échappais à ce traitement de faveur, si on peut dire ainsi. Et voilà, j'avais mal au ventre quand était venu le moment des compositions, quand on rendait des compositions. Et puis après, on ramenait ce cahier à la maison pour que nos parents le regardent et le signent. Et ma sœur aînée, qui était âgée de 6 ans plus que moi, elle me disait « Écoute, je ne comprends pas pourquoi c'est pas toi qui es la première de la classe puisque tu as la meilleure moyenne. » Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et puis, ce phénomène s'est passé plusieurs fois jusqu'à ce que ma mère décide d'aller trouver cette institutrice. Et au final, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle essayait toujours de mettre son petit chouchou, son petit faillot, comme on dit, à la tête du classement. Et elle me rétrogradait toujours à la deuxième, alors que ma moyenne était supérieure. Donc déjà, tu vois, je ressentais beaucoup d'injustice de la part de cette maîtresse. Je me disais, c'est pas pourquoi j'ai pas le droit d'être à la première place alors que j'ai la meilleure moyenne? Et tout ceci, eh bien, ça s'est poursuivi au collège aussi, où certains professeurs ne me mettaient pas, ne me notaient pas en fonction de mes valeurs, de mes notes, du travail que je rendais. Et puis ensuite, je suis allée au lycée jusqu'au baccalauréat. J'avais fait un baccalauréat B, sciences économiques et sociales. Et j'avais une prof principale qui était aussi assez sévère et tout ça. Alors, bien sûr, en terminale, on avait mis « doit faire ses preuves » au conseil de classe. Et puis, quand je me suis rendue sur les panneaux d'affichage, parce que c'est sûr, à l'époque, on n'avait pas les résultats par Internet, que je me suis rendue sur les panneaux d'affichage, là, j'étais contente que j'étais reçue au premier tour. C'est sûr, j'avais pas de mention, mais j'étais reçue, j'étais contente. La joie commençait à venir en moi. Et là, cette prof principale s'est approchée de moi et elle m'a dit « T'as eu ton baccalauréat à la surprise générale. » Alors, quelque part, cette phrase, eh bien, je l'ai pris, mais vraiment comme je sais pas, comme une attaque, quelque chose qui est venu comme une flèche, qui est venu me traverser. Et je me suis dit « Mais
pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'ils se sont trompés? Mais non, j'ai compris que ce qu'elle voulait dire par là, c'est que ce n'était pas ma place, encore une fois, de me retrouver sur les panneaux d'affichage pour les candidats qui étaient élus au premier tour. Et ceci a continué jusqu'à l'université. L'université, eh bien moi, j'avais une passion. Et après mon année de licence, ce que je voulais faire, je voulais devenir interprète en langue simultanée espagnole parce que l'espagnol, eh bien, c'était toute ma vie. Je vibrais espagnol, je parlais couramment, j'avais la chair de poule quand j'entendais les musiques andalouses et tout ça. Pour moi, l'Espagne, c'était mon deuxième pays après la France et l'Italie, parce que je suis d'origine italienne. Mais j'adorais quoi, et voilà, j'avais vraiment envie de ça. Mais je n'avais pas pris l'option 1, la licence 1, parce que je détestais la littérature et j'ai voulu prendre l'option langues étrangères appliquées avec de l'anglais. Et à cause d'un professeur malveillant d'anglais, je n'en dirai pas plus, je n'ai pas pu accéder à cette école d'interprétariat. Alors c'est sûr, je pouvais être en maîtrise, je suis allée en maîtrise, mais je séchais les cours, ça ne m'intéressait pas. J'ai quitté l'université et j'avais énormément de douleur au fond de moi parce que c'était comme si un mur s'était construit devant moi, comme si je ne pouvais plus avancer. Je ressentais de la colère, je ressentais de la haine pour ce prof d'anglais. J'étais triste. Oh madre mia, como estaba triste cada día más. Eh oui, pour moi, c'était comme si j'avançais, une âme en peine, comme si on avait enlevé un petit peu la prise électrique d'un appareil et qui ne fonctionnait plus. Voilà, je traînais ma misère et je me suis lancée dans la vie active. Et après, j'ai vécu un autre événement qui a été traumatisant pour moi, c'est que ma colocataire s'est suicidée. J'avais 20 ans, 21, 22 ans, et là, j'ai pas suivi de thérapie à ce moment-là, j'aurais dû, et je sais pas si vous avez déjà vécu un suicide d'un proche ou connu quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience, eh bien, on se remet toujours en cause et on se dit toujours qu'est-ce que j'aurais bien pu faire pour l'empêcher de passer à l'acte. Alors c'est vrai que j'étais toute jeune, j'avais 20, 21 ans, je connaissais pas grand-chose de la vie et je ne savais pas que c'était son choix à elle et que je devais le respecter. Et quoi que fût mes actions, eh bien, si elle avait décidé d'en finir avec la vie, en aucun cas je n'étais responsable. Mais pendant de très 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 nombreuses années, j'ai porté cette culpabilité et c'est à partir de ce moment-là que sont arrivés chez moi de nombreux troubles psychosomatiques et j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi, à me dévaloriser. Et je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai rencontré sur ma vie plus tard des personnes qui se sont servies de moi. Voilà, j'étais une belle proie, je m'étais construite avec tous ces échecs, avec cette croyance que je ne méritais pas de vivre, hein, parce que j'étais une fille. En gros, c'était ça. Eh bien, ma vie, allait avoir la coloration de cette naissance et de ces échecs à répétition. Et c'est de ceci dont on parlera dans le prochain épisode. Donc, j'espère que ce petit épisode de démarrage vous aura permis de mieux faire connaissance avec moi. Et on verra dans le prochain épisode comment j'étais une proie vraiment facile pour ces relations toxiques. Voilà, donc on en verra un petit peu plus long la prochaine fois. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura été agréable à l'écoute. Bien entendu, ceci est ma vérité, pas besoin que ce soit votre vérité et encore bien moins la vérité. C'est mon ressenti, c'est ma perception et il n'engage que moi. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.